C'est quoi les 5 R? Les stagiaires, vous ne répondez pas. Pour expliquer aux gens ce que sont les 5 R, en fait, un jour, je me suis retrouvé en tant que formateur dans une entreprise. Justement, j'interviens beaucoup pour faire de la communication et des choses comme ça. Et pour essayer de leur faire comprendre, je leur ai posé la question suivante. Imaginez que vous êtes manager. Vous avez un salarié, un employé, un subalterne, qui vous casse les bonbons et que vous n'aimez pas du tout. Et vous voulez faire le harcèlement moral parfait. Vous voulez faire un harcèlement moral qui lui fasse péter les plombs, mais en même temps, sans être attaqué. Vous faites quoi? Faites-moi rêver. Ouais, c'est syndical, j'adore. Il y a quand même un peu de bienveillance derrière, hein, vous allez voir, mais... Ouais. Soit on lui donne plein de tâches à faire, Ouais. soit on l'isole et on lui donne rien du tout. Petit 1. Je vais commencer par le dernier. On l'isole. On lui enlève toutes ses relations. On le rabaisse. Cherchez pas les R. Mais oui. Le problème, c'est qu'il faut le faire intelligemment. Oui, bah oui. Mais oui, ça vient avec rabaisser. Et c'est quoi la première chose que vous avez dit? Lui donner plein de tâches à faire. Je reviens sur rabaisser juste après. Ah, j'avais dit que c'était une sorte de placard, de déresponsabiliser. On lui enlève ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on va lui donner trop de tâches, ou au contraire des tâches qui n'ont pas de sens, ou des tâches qu'il ne peut pas faire. Enfin bref, on va lui enlever toute prise avec sa réalité. Donc on va lui enlever les relations, les responsabilités. Rabaisser, c'est quoi? C'est l'estime. Oui, on va lui enlever de la reconnaissance. Donc on lui fait refaire. Par exemple. Mais bien sûr. Et sans aucune justification. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Putain, vous n'êtes pas vicieux. On lui a des libertés. Ouais. Restriction de pause. Mais ça peut être attaquable. C'est trop... C'est pas assez vicieux. Vous allez lui changer ses missions régulièrement, vous allez le changer de poste régulièrement. Bref, vous allez lui enlever tous les repères qu'il a. Plus de rythme. Parce qu'en fait, les repères sont notre sécurité. Sans repères, je pète les plombs. Et enfin, la dernière chose, vous allez lui enlever ses ressources. Vous allez lui enlever donc 5 choses. Sa relation, ses repères, ses responsabilités, sa reconnaissance, ses ressources. Bien entendu, quand je fais ça en entreprise pour les managers, pourquoi je leur fais ça? On lui donne une bonne idée. C'est ça. Pour leur montrer les besoins. Ouais. Et qu'en fait, en gros, il y a plein de styles de management, il y a plein de manières de faire du management. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu files pas ces 5 choses-là, ton équipe, tu te la fais péter à la figure. La reconnaissance, c'est quoi? L'être humain est en lien avec 3 choses. Il est en lien avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Et pour être vivant, pour se sentir vivant, il faut que l'autre me reconnaisse. C'est dans la notion de théorie d'attachement. C'est-à-dire que pour être aimé et exister, il faut que l'autre m'aime et il faut que l'autre me reconnaisse comme existant. Si j'ai pas ça, j'existe pas. Donc la reconnaissance, c'est ça. C'est pas juste taper sur l'épaule de la personne et lui dire c'est bien. Donc ça veut dire qu'en thérapie, ça va être important à un moment de reconstruire cette reconnaissance-là. Encore une fois, c'est pas vous qui allez reconstruire, mais c'est par l'intermédiaire de la thérapie. Dit autrement, quand la personne sort de chez vous, ça va être important qu'elle ait reconstruit l'estime qu'elle avait d'elle. Petite parenthèse, est-ce que vous faites la différence entre estime et confiance? Parce que souvent, les gens viennent vous voir en vous disant « Ah, j'ai pas confiance en moi », alors que c'est une problématique d'estime de soi qui est différente. Par exemple, moi là je suis sur scène devant vous, j'ai aucun problème. J'ai pas de problème de confiance, je peux faire ce que vous voulez, vous pourriez être 5000, j'ai déjà fait, je maîtrise, j'ai pas de souci. Là devant vous, vous me demandez de chanter, je le ferai jamais. Parce qu'en fait, la confiance est une notion de compétence et de capacité. Voilà. L'idée, c'est que la confiance, elle est contextualisée et c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer, apprendre. Donc l'estime est plus dans
L'estime est généralisée. C'est en lien avec mon identité, c'est ce que je pense de moi, de mes valeurs. L'estime n'a rien à voir avec le contexte, et au contraire transcende tous les contextes. Ça va venir imprégner tout ce que je fais. L'estime est en lien, en règle générale, avec ma reconnaissance et les liens d'attachement que j'ai eus. Ça rentre dans les phrases « je vaux rien »,« je suis nul »,« je suis bidon », C'est à partir du moment où ça définit mon identité, mes valeurs, on est de l'ordre de l'estime. Et en règle générale, en thérapie, c'est rarement des problématiques de confiance. Parce que la confiance, c'est très facile. Hein. Moi, je ne sais pas chanter, prends des cours de chant, développe un peu le truc, et puis on y va. C'est un peu schématique, on est d'accord. Mais comme on est de l'ordre de la capacité, c'est quand même plus simple. Là, on est dans le rôle plutôt de l'estime. Développer des repères. Vous savez quelle est la plus grande peur d'un prisonnier ? Imaginez un mec qui a passé 25 ans de prison. Ouais. Parce qu'en fait, la vraie liberté fait peur. Parce que la prison, c'est chiant, c'est étriqué, c'est machin, mais je connais tout le fonctionnement. Je connais toutes les règles, je sais exactement, il n'y a pas de surprise. Je ne suis pas en danger. Mes repères, c'est ce qui permet de m'appuyer. Si j'enlève les repères, c'est l'effondrement. D'ailleurs, les stagiaires, vous le savez, hein, pourquoi les personnes s'effondrent dans nos cabinets ? C'est qu'à un moment, vous avez percuté tellement fort leur posture de vie, leur posture de survie. Et comme les postures de survie, vous les percutez tellement fort que ça va s'effondrer. Et après, on va pouvoir reconstruire. Mais il va falloir des fois, il va falloir effondrer les postures de survie, c'est important. Donc j'ai dit, reconnaissance, repère, relation. Vous savez quel était le pire des châtiments à l'époque des clans ? Ouais. Parce que quand je t'exclus d'un clan, je suis sûr que tu ne pourras plus jamais rentrer dans un autre clan, parce qu'à l'époque, on n'acceptait pas les étrangers. Et donc concrètement, l'exclusion, donc la solitude et l'isolement est la première forme de mort, c'est la mort sociale, qui va mener à la deuxième forme de mort. Il se passe quoi quand tu restes trop longtemps seul ? Et donc c'est, comment on appelle ça ? La folie. La folie. Ah ouais ? T'as vu le film Seul au monde avec Tom Hanks ? Absolument pas, mais le terme de folie en psychologie me traumatise personnellement. On est d'accord, parce qu'effectivement, c'est un terme qui est un peu fourre-tout. Et non, alors je vais le dire autrement, c'est la mort psychologique. Oui, voilà. Seul au monde, c'est un film qui a été fait avec Tom Hanks, qui est il revisite le conte de Robinson Crusoe. Et l'idée, c'est qu'il y a un avion qui se crache, et c'est le seul survivant, il se retrouve sur une île pendant 10 ans, je crois, 15 ans. Je ne sais plus. Enfin, pendant des années. Et à un moment, il est seul, et il commence à perdre un peu la cabane. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un ballon, qu'il appelle Wilson, parce que c'est un ballon de volée, et il lui donne une personnalité, et il interagit avec. Ça va tellement loin qu'à un moment, le ballon tombe dans un ravin, et il risque sa vie pour aller chercher le ballon. Mais c'est parce qu'il a réussi à garder ce contact à l'autre, même si c'est un contact imaginaire, que 15 ans après, il arrive à re-rentrer dans la communauté des hommes. Sinon, mort. Donc, la mort sociale amène à la mort psychique, qui mène à la mort physique. Donc, effectivement, la relation est importante, se remettre en relation. Et en tant que thérapeute, vous verrez qu'il y a des tonnes de personnes qui ont coupé toute relation. Et d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, le simple fait d'arriver à les faire rentrer en relation, c'est déjà thérapeutique. Pour certaines personnes, le simple fait de s'appuyer sur vous, ça finit la thérapie en fait. Mais par contre, ça peut demander 2, 3, 4, 5, 6 séances, ça peut être très long. Ressources. Souvent quand je fais des conférences sur le développement personnel, j'ai horreur de ce mot. Développement personnel, c'est le pire des mots qui existent pour moi. J'adore parce que vous avez plein de conférences sur développer votre confiance, oser, l'audace, enfin bref, plein de super trucs, on vous donne des baguettes magiques. Et souvent, ce que je dis, c'est que, en fait, il n'existe que 2 ressources. Il n'y a que 2 ressources de base. Toutes les autres ressources s'appuient forcément sur celle-là. D'après vous, c'est quoi les 2 ressources de base ? C'est pas une ressource. Affect et matériel. Non plus. Bonjour, dîner, acquis. Non plus. C'est pas des ressources, c'est des processus. Nourrir, Non. Imagine que tu es dans un avion. Je viens te taper sur l'épaule et je te dis saute.
Quelles sont les 2 conditions à laquelle tu vas sauter de l'avion? Il y a un parachute. Donc il y a de la sécurité. Et même si je te file un parachute, il faut qu'il y ait une cause pour que tu sautes. Parce que si l'avion va bien, j'ai beau te filer un super parachute, tu vas me dire, Alain, t'es gentil, moi je suis bien. Donc c'est-à-dire qu'en gros, les 2 seules ressources que nous avons véritablement, sur lesquelles on s'appuie, ce sont le sens et la sécurité. Pourquoi je fais les choses et dans quelle mesure j'ai de la sécurité? Parce que concrètement, la confiance, l'audace ne peut être exprimée par exemple que parce que je suis en sécurité. C'est bien beau d'avoir du courage de se lancer d'un pont de 300 mètres de haut, mais tu vas le faire parce que tu as un élastique. Hein. Si tu n'as pas d'élastique, on appelle ça du suicide. C'est pas de l'audace, c'est de la folie. Donc, encore une fois, il va falloir reconstruire ces 2 choses-là de manière principale. Et le sens, on va le faire en fin de thérapie, en donnant du sens à tout ce qu'on a vécu pour permettre d'intégrer ce qui s'est passé. Et la sécurité, elle va se jouer dans les liens d'attachement, dans les expériences sécures qu'on va pouvoir mettre en place. Et il m'en manque un. J'ai dit, responsabilité. C'est ce qu'une partie des thérapeutes ne travaille pas et qui vous permet de faire creuser la piscine de votre jardin. Pardon? Ouais. Je connais... Hein? T'as une piscine? Mais tu sais quoi, un bon thérapeute, allez, une petite 50aine de patients, tu vis 10 ans. Hein. Tu vis 10 ans. Tu prives d'autonomie, tu crées des liens de dépendance, tu fais croire à la personne que c'est grâce à toi qu'il va beaucoup mieux et que sans toi il ne peut rien faire. Ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Justement, l'idée, c'est d'arriver à recréer de l'autonomie, à recréer de la responsabilité. Et là, on rentre également dans les notions de sauveur et de victime. Vous verrez, les gens que je forme le savent, ce sont les rôles principaux, ce sont des postures de toute puissance ou d'impuissance qui vont avec les notions de survie. Et à un moment, les gens qui sont dans l'impuissance, ils refusent de prendre la responsabilité de ce qui leur arrive, de ce qui peut se passer. Et à l'inverse, les sauveurs, ils prennent la responsabilité de tout le monde. Donc à un moment, l'idée, ça va être de redistribuer les responsabilités et de reprendre ce qu'il y a à soi. Et après, futurs nouveaux apprentissages et clôture, ça se met en place. Et dans notre vision des choses, les thérapies brèves, elles arrivent à ce moment-là. Là, c'est intéressant. C'est parce que j'ai récupéré mon genou qu'il est intéressant de commencer à apprendre à courir différemment, à renforcer ce qui se passe, à revoir ma motricité, etc. C'est-à-dire que les ancrages sont intéressants, mais moi, je l'ai vécu. C'est un truc qui m'a... J'ai fait du sport de haut niveau pendant... Non, je n'ai pas fait du haut niveau parce que j'étais au port du haut niveau. Et j'ai eu un prépa mental à une période très courte, mais il m'a filé des ancrages de confiance, de machin, de ci, de là, ouais, super. À l'entraînement, ça marchait du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Les mecs, je les montais au plafond, je prenais des mecs qui étaient champions d'Europe, c'était génial. J'arrivais en compétition, j'étais mort. Et je pouvais faire tous mes ancrages, tous mes machins. Il se passait rien, quoi. Parce qu'à un moment, la problématique, c'est pas juste de générer le bon état. C'est-à-dire, pour générer le bon état, il faut déjà que tu sois dans un état à peu près neutre. C'est comme pour moi une des problématiques de l'hypnose ericksonienne, de la PNL, du coaching. Vous savez que quand vous faites la détermination d'objectifs, quand vous faites l'anamnèse, on vous dit, vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas un objectif, un but, une finalité et un petit pas. C'est-à-dire que quand vous rentrez en thérapie, il faut un objectif clair, il faut savoir pourquoi la personne fait ça, vers où elle veut aller, et ensuite quel est le plus petit pas qu'elle va faire. Et quand vous faites de la PNL, vous pouvez des fois passer 2 séances à faire ça, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Et moi, je dis souvent à la personne, c'est comme si tu prenais une personne, que tu la mettais en plein milieu de l'océan Atlantique, en pleine nuit, avec des vagues de 25 mètres, avec de la flotte, en train de se noyer, avec rien à l'horizon, et que tu te mets à côté d'elle et que tu lui dis, ok, c'est quoi ta finalité là-dedans en fait? Et comment le mojito, tu le veux avec une paille ou pas? La personne, quand elle est en train de se noyer, la détermination d'objectif, elle n'a pas vraiment de sens des fois. Elle peut avoir du sens qu'à un certain moment. Donc je ne dis pas qu'il faut le mettre de côté, mais il y a des fois, c'est vraiment pas le but. La personne, quand elle se noie, l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que déjà, elle arrive à aller sur la plage. Une fois qu'elle sera sur la plage, on va pouvoir commencer à bosser. Et, tu l'as vécu, je suppose, en cabinet.